La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce point de marché Zone Bourse du mardi 6 mai 2025, ça s'appelle ce matin Game Over provisoire à Wall Street. Certains indices actions ont en effet interrompu leur cavalcade haussière hier, mais pas tous, on le verra un petit peu après. Les investisseurs, ils sont toujours en train de se demander ce que dira le président de la Fed, Jérôme Powell, demain soir en marge d'un probable statu quo sur les taux directeurs américains. Les résultats d'entreprise, eux, ils sont robustes, mais les perspectives sont assombries par l'incertitude majuscule sur l'impact de la guerre commerciale lancée par les États-Unis. C'est un petit peu la routine, quoi. Il n'y aura donc pas eu de 10e séance de hausse consécutive à Wall Street. La série a été interrompue hier par une baisse de 0,6% tout à fait quelconque pour le S&P 500. Elle a coïncidé avec une activité un petit peu plus calme du côté des résultats d'entreprise. Le secrétaire du Trésor US a pourtant livré un discours empreint de confiance du genre de ceux que les investisseurs adorent. Scott Bessent a affirmé notamment que la croissance américaine devrait renouer avec un niveau de 3% dès l'année prochaine, sous l'effet conjugué des investissements générés par les droits de douane, de la déréglementation et des réductions d'impôts. Alors des trois piliers cités par Bessent, seul le premier, c'est-à-dire les droits de douane, a véritablement été bâti. Les marchés financiers comptent très fortement sur les deux autres pour réalimenter le récit positif et poursuivre évidemment leur ascension. Mais la mission n'est pas vraiment simple pour l'administration de Trump qui doit composer avec un déficit XXL et un marché de la dette bien plus exigeant avec la cohérence économique que le marché des actions. Du côté de l'Europe, les indices ont connu des fortunes fort diverses hier. Paris a par exemple perdu 0,55%, mais Francfort, qui est vraiment la star européenne de l'année, a gagné plus de 1% et a porté à 9 sa série de hausses consécutives. Comme on en parlait hier et comme l'a expliqué mon compère Antoine dans un article dont je vous ai mis le lien dans la chronique écrite, Londres a encore une longueur d'avance avec une série record de 15 hausses de rang. La City était fermée hier pour un jour férié, elle pourrait donc tenter la passe de 16 dès aujourd'hui. La vigueur des indices actions contraste avec l'angoisse des dirigeants d'entreprise face à la redistribution des cartes du commerce international. Les statistiques montrent certes que les entreprises dépassent les attentes en données relatives, ce qui n'empêche pas les révisions en baisse de prévision de s'empiler. Rien qu'hier soir aux États-Unis, on a par exemple eu Mattel, Ford ou Clorox qui ont abandonné leurs objectifs et plusieurs entreprises commencent à faire attention à leur bilan pour éviter d'être prises dans une spirale délétère. Ces problèmes de liquidité, ils sont totalement étrangers à Berkshire Hathaway dont on a parlé déjà hier et qui a perdu 5% hier à Wall Street après l'annonce du départ en retraite du gourou de la finance Warren Buffett. J'ai lu en diagonale énormément de papiers plein de bon sens sur la façon dont le successeur de Buffett, Greg Abel, devrait allouer le trésor de guerre de 347,7 milliards de dollars dans les caisses de Berkshire Hathaway. Histoire de prendre le contre-pied de toutes ces analyses sérieuse et dans un souci pédagogique, il est important de savoir ce que l'on peut acheter avec 347,7 milliards de dollars. Je vous en donne quelques exemples. Alors on peut acheter un seul Elon Musk, si l'on part du principe que sa richesse actuelle est de 336 milliards de dollars, comme le suggère le classement Bloomberg des milliardaires, il restera donc environ 11,7 milliards de dollars pour faire ses courses ou envoyer Elon sur Saturne. On peut aussi acheter avec cette somme 2,2 années de déficit budgétaire de la France, si toutefois la France respecte son budget, puisque le déficit 2025 devrait atteindre 139 milliards d'euros. Pour mémoire, le déficit c'est l'argent que vous n'avez pas mais que vous allez quand même dépenser. Avec ces 347,7 milliards de dollars, on peut aussi acheter 13 Kering. La mauvaise passe du groupe de François-Henri Pinault a fait couler la capitalisation de la société. Berkshire pourrait ainsi récupérer plein de petits Gucci à bas prix. Avec la même somme, on peut également se payer 2349 à 320 Neo. La nouvelle star d'Airbus est donnée au prix catalogue officieux de 148 millions de dollars, même si l'on sait que les compagnies obtiennent de généreuses ristournes sur le prix affiché. 347,7 milliards de dollars, ça correspond aussi à 8794 parachutes dorés de Carlos Tavares. L'ex-patron de Stellantis est en effet parti avec un chèque de 35 millions d'euros, de quoi sauter plusieurs fois de chacun des A320 Neo fraîchement acquis. On continue avec cette somme de 347,7 milliards de dollars qui permet d'acheter 21 220 yachts SL120 asymétriques. C'est le milieu de gamme du chantier naval San Lorenzo et quand même un joli bébé de 36 mètres qui n'est pas vraiment facile à garer. Enfin, et c'est là où je voulais en venir, on peut acheter 21,73 milliards de tomes d'ébauge, plus subtile que la Cancoyote, moins envahissante que le Gorgonzola. La tome d'ébauge est probablement le meilleur placement possible pour Berkshire en ces temps troublés. Greg Abel peut me contacter pour les détails.
Après cette digression fromagère, on va quand même revenir sur les marchés financiers. Les investisseurs vont faire preuve d'un petit peu d'attentisme avant la prise de position de la Fed sur ses taux directeurs qui aura lieu demain soir. La probabilité d'un statu quo est toujours située autour de 97% sur le marché des contrats à terme. La remontée des rendements obligataires US prouve quand même que le marché intègre une banque centrale américaine moins souple qu'espéré. D'ailleurs, les traders commencent à abandonner l'espoir d'une baisse lors de la réunion suivante, c'est-à-dire celle du 18 juin. La probabilité d'une réduction de taux à cette échéance est tombée à 27% contre 60% il y a une semaine. Bon, alors là, évidemment, les choses ont encore largement le temps de bouger d'ici là, mais en tout cas, c'est la tendance du jour. Côté entreprise, plusieurs résultats importants sont attendus en Europe et aux États-Unis aujourd'hui. Du côté du volet politique, Friedrich Merz sera nommé chancelier allemand plus tard dans la journée, au lendemain de la signature de l'accord de coalition Outre-Rhin. Quant à Mark Carney, le Premier ministre canadien et ancien président des banques centrales canadiennes et britanniques, eh bien, il a rendez-vous à la Maison-Blanche avec Donald Trump, ça promet. Côté Asie-Pacifique ce matin, les jours fériés continuent à clairsemer les rangs. Tokyo, Séoul, Shenzhen sont en pause. Côté Hong Kong, le Hang Seng prend 0,7%. Les tendances sont un peu plus mitigées du côté de Taïwan et de Sydney qui sont en hausse de 0,2 à 0,1%. La bourse indienne, elle, perd 0,4%. Les indicateurs avancés européens sont plutôt indécis à l'heure où j'enregistre. On switch sur l'actu des sociétés en France. D'abord, on a eu quelques publications, Elis, Ruby et Coface notamment, mais on attend également Figeac Aéro, Elena Santé, Bonduel, Delfingen ou encore ePay. Les dirigeants de Renault et de Stellantis réclament des règles européennes plus favorables pour les petites voitures. C'est dans un entretien croisé des deux dirigeants au Figaro. Ipsen a nommé Laura Réveillon au poste de vice-présidente exécutive pour la stratégie. Bolloré a annoncé ne pas contester la décision de l'AMF sur les offres de retrait obligatoire visant ses holdings. GTT a procédé à une belle acquisition, le spécialiste danois des données maritimes Danelec pour 194 millions d'euros. Viridien pour sa part a vendu une solution Sercel Marlin Offshore Logistics à ONGC. Ailleurs en Europe, on a quelques publications notables aujourd'hui, celles de Continental, de Vestas, de Philips, de Raiffeisen, de Zalando, de Geberit, de Fresenius, de Covestro ou encore de PostNL. UBS pour sa part devra verser 511 millions de dollars pour mettre fin à l'enquête fiscale américaine sur le Crédit Suisse. L'Italie a refusé d'assouplir les conditions d'un rachat de Banco BPM, mettant donc en péril l'accord avec Unicredit selon les infos de Bloomberg. Et le personnel de la Commerzbank a prévu de manifester aujourd'hui contre le rachat éventuel de la banque par Unicredit lors de l'Assemblée Générale annuelle. Le groupe suisse Avolta a signé pour de nouvelles boutiques à l'aéroport JFK. Novo Energy, la filiale batterie de Volvo Car, va supprimer la moitié de ses effectifs. SGL Carbon a annoncé la fermeture de son site de production au Portugal et le groupe suédois Skanska construit un centre de données pour 164 millions de dollars aux États-Unis. Sur l'agenda des publications aujourd'hui en Europe, AXA, Ferrari, Intesa, Coloplast, Philips, Uniper, Geberit, MTU Aero Engines, Telenor, Vestas, Continental, Fresenius, Fineco ou encore Covestro. En Amérique du Nord, les sociétés qui montent hors séance après leur trimestriel, ce sont Neurocrine, Biosciences plus 12% et Celanese plus 6%. En revanche, c'est beaucoup plus compliqué après les chiffres pour Palantir, moins 9,4%, Fabrinet, moins 7%, CRH, moins 4%, Vertex, moins 3%, Clorox, moins 3% et Ford, moins 2,5%. Ford qui a retiré d'ailleurs ses prévisions et qui prévient que les droits de douane lui coûteront cette année 1,5 milliard de dollars, rien que ça. Bristol Myers Squibb va investir 40 milliards de dollars aux États-Unis sur 5 ans. Sunoco va racheter la société canadienne Parkland pour 9,1 milliards de dollars en valeur d'entreprise. Ça donnera naissance au plus grand distributeur indépendant de carburant en Amérique du Nord. IBM et Oracle renforcent leur partenariat dans l'IA agentique et le cloud hybride. Et par ailleurs, la plateforme de trading eToro vise une valorisation de 4 milliards de dollars lors de son IPO aux États-Unis. Les principales publications du jour outre-Atlantique, AMD, Duke Energy, Arista, Transdigm, Zoetis, Brookfield Asset Management, Constellation Energy, Marriott, Electronic Arts, Global Foundries, Supermicro Computer ou encore IFF. Ailleurs dans le monde, Sumitomo Mitsui Banking Corp, qui est une filiale du Sumitomo Mitsui Financial, est en pourparlers avancés pour prendre une participation dans la banque indienne Yes Bank selon l'Economic Times, et Woodside prévoit de vendre 20 à 30% de plus de son projet de GNL en Louisiane, dont l'investissement représente 17,5 milliards de dollars. C'est terminé pour ce point de marché du jour, excellente journée à toutes et à tous.